Dans un contexte où la tension politique reste palpable, Charles Blé Goudet, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, continue d'influencer le débat public en Côte d'Ivoire et la stratégie de l'opposition. Il appelle à des élections apaisées et à une alternance démocratique. Entre conviction et perspective, le président du COJEP livre sa vision d'une Côte d'Ivoire réconciliée et résolument tournée vers l'avenir. Monsieur Charles Blé Goudet, merci d'avoir accepté cet entretien exclusif sur Africa 24. Je vous en prie. Vous avez récemment, depuis Yamoussoukro, lors d'une convention du COJEP, appelé à soutenir la candidature de Simone Eivie Gbagbo pour l'élection présidentielle du 25 octobre. Pourquoi cet appel et estimez-vous que la candidate du MJC est aujourd'hui la voie la plus crédible pour une alternance démocratique en Côte d'Ivoire? Merci. Il faut d'abord rappeler le contexte de tout cela. Ce n'est pas M. Charles Blé Goudet qui appelle à accompagner, à soutenir et à faire campagne pour la candidate Simone Eivie Gbagbo. C'est un parti politique qui, en toute responsabilité, selon les textes qui régissent son organisation, a organisé une convention au cours de laquelle il y a eu des débats. À l'issue des débats, il y a eu un vote transparent, certifié par un commissaire de justice qui était présent. Les délégués en ont ainsi décidé. Je ne fais que porter leur parole. Cela dit, je voudrais d'abord féliciter tous les autres candidats. Je veux parler de Dominique Jean-Louis Billon, qui est candidat, qui a réussi à passer le stade des parrainages, ce qui n'était pas évident. Je veux parler de la candidate Henriette Lagou, à qui je voulais ici présenter toutes mes excuses parce qu'on n'a pas pu se voir finalement. Mais l'exclu de notre vote aurait été interprété comme une exclusion. Cela ne veut pas dire que le COJEP la porte en haine ou qu'elle n'est pas capable de diriger la Côte d'Ivoire. Je parle du ministre Domelo, qui a eu aussi des voix. Pour revenir à la candidate dont je dois maintenant parler, je pense qu'elle est capable. Simone Eivie Gbagbo, elle a du vécu. Mais elle a du vécu politique. Elle a de l'expérience. Elle a du charisme. Elle a un leadership qui impacte en Côte d'Ivoire. D'accord? Je pense que à partir du 25 octobre prochain, au soir, après les élections, ce dont la Côte d'Ivoire, un pays qui a été traumatisé par des crises successives, ce dont ce pays a besoin et que ce peuple a besoin, ce n'est pas simplement un chef d'État, c'est d'une personnalité capable de rassembler les Ivoiriens, capable de se mettre au-dessus des clivages pour penser les plaies, pour écouter la voix de ceux qu'on n'entend pas et qui souffrent dans le silence. Elle en est capable. Vous n'êtes pas candidat à cette présidentielle, mais votre influence reste manifeste sur les scènes politiques ivoiriennes. Comment vivez-vous cette situation d'acteur politique majeur sans possibilité de concourir à la magistrature suprême? D'abord, c'est une injustice que je dénonce sur ce plateau. Quand je jette le regard dans le rétroviseur pour convoquer les raisons qui ont conduit à ma radiation de la liste électorale, souvent, plusieurs sentiments me traversent le cœur. Pourquoi? Pourquoi alors que le gouvernement de mon pays m'a transféré à la Cour pénale internationale? Parce que, dit-il, les tribunaux de mon pays en son temps n'étaient pas prêts. Et qu'on finit de me juger. Et puis, pour les mêmes faits, on me condamne ici. J'ai entamé tout ce qu'il y avait comme recours. Cela a été rejeté. C'est derrière nous. C'est une frustration. Mais cela aussi challenge ma capacité à dépasser mon ego. Entre Charles Blé Goudet et la Côte d'Ivoire de l'autre côté, mon choix est clair.
je choisis la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous me voyez toujours le sourire aux lèvres. Mais derrière ce sourire se cachent des maîtres sûrs. Derrière ce sourire se cachent des blessures, une amertume. Mais en même temps, il faut que je sois capable de me lever pour dépasser tout cela. C'est pourquoi je suis sur le terrain. Je soutiens les autres. Je soutiens surtout la Côte d'Ivoire, au-delà de ma personne. J'ai posé une question à Daoukro, ville natale de l'ancien président, personnellement, Adekona Bédié, le dernier jour d'hommage, devant des personnalités, impactées des personnalités. Quand j'ai pris la parole, j'ai posé une question. À quoi sommes-nous prêts à renoncer pour la Côte d'Ivoire? Tout le monde a applaudi. Mais est-ce que tout le monde m'avait compris? Au vu de ce que j'observe depuis un moment, on ne m'avait pas compris. On m'a juste entendu. Moi, je renonce. Je renonce à quoi? Je renonce à mon ego. Et j'accompagne les autres. Parce que ce que nous cherchons ici, ce n'est pas des messies que nous cherchons. Nous cherchons qui est capable de porter notre projet, notre cause. Dites-moi, Simone Evé Babo n'est-elle pas légitime pour porter notre cause? Elle l'est. C'est pourquoi je l'accompagne. On aurait choisi n'importe qui, je l'aurais accompagné. Vous plaidez pour des élections apaisées. Quelles garanties devraient être réunies pour ce scrutin de ce 25 octobre, libre, transparent et accepté par tous? Madame, quand un avion tombe, qui fait un crash, la première des choses, quand on finit bien sûr de dénombrer les morts, les blessés, s'il y en a, ceux qui sont chanceux, on cherche la boîte noire. Pourquoi? Parce qu'elle contient toutes les informations. On les analyse, on détermine la cause du crash pour ne plus que jamais un autre appareil volant puisse faire un crash pour la même cause. Quand je ramène cela à la Côte d'Ivoire, quelle est la cause des crises que nous avons vécues tout dernièrement? A-t-on cherché la boîte noire pour recueillir les informations afin d'évaluer, afin de diagnostiquer et trouver la cause des crises? Moi, j'ai trouvé cette boîte noire. Quand il n'y a pas d'élection, les Ivoiriens sont des amis, sont des frères. Dès qu'on parle d'élection, vous ne pouvez plus les reconnaître. La véritable raison des crises en Côte d'Ivoire, des crises politiques, des morts, des blessés, des familles endeuillées, ce sont les élections mal organisées, contestées. Il faut donc faire en sorte qu'on puisse régler cette question-là. C'est pourquoi. Comme nous sommes déjà dans le processus, il faut faire en sorte qu'il y ait un scrutin électoral crédible, transparent, une sécurisation de ce processus, qu'on ramène aux Ivoiriens le choix qu'ils auront fait dans les urnes. Il faut faire disparaître ces machines à transformer les résultats. Ça, c'est la première partie parce que nous sommes déjà dans le processus. Mais après ces élections, il faut dissoudre la commission électorale indépendante. Elle est à la base des conflits que nous vivons en Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de M. Cuibier, parce que souvent, quand on parle de la commission électorale indépendante, il se sent concerné. Ce n'est pas de lui qu'on parle, il est de passage. Je parle de l'organe. Il faut donner à notre pays un organe électoral crédible, au sein duquel on n'a pas les partis politiques, mais où on a des techniciens dont la probité est irréprochable. Comment le faire? Comment le faire? Je pense qu'on peut faire appel à la candidature, avec des profils bien déterminés. Et je pense que dans ce pays, tout le monde ne vit pas des politiques. Il y a des personnalités que nous avons en Côte d'Ivoire, dont la moralité est irréprochable. On peut le réussir pour tourner cette page. Parce que cette série sous cette forme-là,
nous rappelle toujours les pages tristes des différentes crises que nous avons vécues. Il faut tourner cette page. Merci. L'unité de l'opposition est souvent évoquée comme une condition de victoire. Quel obstacle persiste encore à cette union et comment le COGEP entend-il y contribuer concrètement? On a un problème en Côte d'Ivoire. Les gens s'aiment trop. Les différents leaders, ils s'aiment trop pour aimer la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire? Vous avez compris ce que je dis. Ils s'aiment trop pour aimer la Côte d'Ivoire. Quand on s'aime trop, on cède rarement. Mais quand on essaie de mettre au-dessus de soi-même l'intérêt national, on peut dire, OK, si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre peut le faire. La politique a ceci de particulier, que c'est une course de relais. À un moment donné, vous passez le bâton à quelqu'un d'autre. Pas parce qu'il est plus fort que vous, mais peut-être qu'en ce moment où vous devez passer le relais, vous n'avez plus toutes vos capacités et que lui peut réussir à faire le pas suivant pour faire gagner l'équipe. Telle est ma conception de la politique. C'est une question d'équipe, de complémentarité, de conjugaison des compétences. C'est comme ça que je vois les choses. Malheureusement, dans l'opposition ivoirienne, personne ne veut céder. Alors, tout le monde vient, chacun, ce qu'ils appellent ça alliance ou coalition, chacun vient avec son agenda caché. En venant, chacun se dit, OK, certainement que je peux me servir de lui, comme marchepied pour avancer. Et quand vous résistez, ils vont dire, vous êtes un traître. Est-ce que vous faites allusion au CAPSI? À la classe politique ivoirienne. Pas forcément au CAPSI, à tous. C'est-à-dire, quand on dit, venez, on va se mettre ensemble, c'est que chacun a juste son petit agenda. Et quand vous refusez de les accompagner, tout de suite, ils se braquent contre vous. Pourquoi? Parce que les idées ne sont pas mises en avant. Et moi, j'ai un problème avec ça. Mais, quand cela ne tienne, je pense que la véritable coalition et la véritable alliance qu'il faut faire, qu'il faut nouer, c'est avec le peuple. Sans vous couper, est-ce que votre retrait du CAPSI que vous avez récemment annoncé soutient ce que vous venez de dire? Ah oui, oui. Ah oui, oui. Moi, je ne veux pas endommager, je ne veux pas mettre à mal les rapports que j'ai avec certaines autres autorités politiques de ce pays. Il y a des aînés que je respecte, avec qui j'ai passé des bons moments, des moments aussi difficiles. Difficiles en ce sens qu'on a eu des moments de peur, des moments d'inquiétude, des préoccupations, parce qu'on voulait réussir quelque chose ensemble. Je veux garder le meilleur. Il faut savoir quitter la table avant qu'elle ne soit desservie. Pour avoir le plaisir de se retrouver, il faut savoir se quitter. Parce qu'on peut se retrouver dans la vie, dans d'autres circonstances. Donc, avec mes amis, on a pris la décision, non seulement parce qu'on va en campagne, mais surtout parce qu'on veut se retirer. C'est mieux. Et on pourrait se retrouver ailleurs plus tard, peut-être sur d'autres plateformes, je ne sais pas. Mais pour le moment, nous allons en campagne pour Dr Simone Yves Babo. Donc, parlant d'unité de l'opposition, moi, je pense que la meilleure alliance, c'est avec le peuple. Qu'est-ce qu'on porte comme projet pour ce peuple? Pour apporter des solutions, des réponses à ses besoins. Parce que ni plus ni moins, c'est pour ça que nous sommes en politique. Pour améliorer la vie, pour améliorer le quotidien. Voilà. Votre discours, notamment, met l'accent sur la jeunesse. Quelle place souhaitez-vous lui accorder dans le champ politique et dans la reconstruction nationale? Ailleurs, la jeunesse est considérée comme un atout. Ici, c'est un problème. Il ne faut pas qu'on transforme l'atout de notre pays, mais au-delà de notre pays, parce que moi je suis panafricain, au-delà de notre pays, il faut éviter de transformer l'atout que notre continent a en problème. Je m'explique. Les observateurs de la politique disent que l'Afrique est un atout. Sa population est jeune, active. Mais cette population active, si à un moment donné, elle n'est pas occupée, elle n'a pas d'emploi, elle devient un problème. Il faut donc la rendre compétitive. Il faut faire en sorte qu'elle puisse faire une compétition avec le reste du monde.
par la formation. C'est par la formation qu'on transforme notre jeunesse et qu'on la rend utile à la société. Il ne faut pas seulement attendre les moments de campagne politique pour la manipuler, lui faire des projets, des promesses qu'on ne tient jamais. Ah oui, la jeunesse, c'est la prunelle de nos yeux. Ça, ce sont des slogans, ça. Mais comment on le prouve? Il faut former cette jeunesse et la mettre au travail. Et puis transformer sa mentalité. Je le dis tout de suite, être assisté n'est pas une gloire. Monsieur Charles Bégoudé, nous allons marquer une courte pause et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de cet entretien exclusif sur Africa 24. Retour sur ce plateau pour l'interview exclusive avec le président du COJEP, Charles Blé-Goudé. Nous abordons dans cette deuxième partie de l'émission les priorités absolues pour restaurer la confiance entre les institutions et les questions de pauvreté. Monsieur Charles Blé-Goudé, la Côte d'Ivoire est engagée sur la voie du développement depuis la crise de 2011. Selon vous, quelles sont aujourd'hui les priorités absolues pour restaurer la confiance entre les institutions et les citoyens? Merci, là on parle de réforme institutionnelle et vous parlez de restaurer la confiance entre les citoyens et ces institutions-là. Quand on parle de restauration, cela veut dire qu'il y a rupture, c'est-à-dire qu'il y a manque, c'est-à-dire que les citoyens n'ont plus confiance dans les institutions. Si c'est ça, c'est qu'il y a un problème. Je prends d'abord la justice. Il faut réconcilier la justice ivoirienne avec le peuple. Parce que c'est pour lui qu'on rend les décisions de justice, pas pour soi, ni pour un régime. Quand la justice n'est plus crédible, même au niveau économique, au niveau des affaires, il y a problème. Aujourd'hui, il faut faire en sorte que le peuple de Côte d'Ivoire regagne confiance dans sa justice. Lorsque quelqu'un, un justiciable, se rend auprès des institutions judiciaires, il faut qu'il parle en toute confiance. Un pauvre, un moyennement riche, un citoyen lambda, lorsqu'il parle à la justice, il ne faut pas qu'il y ait la crainte que s'il a quelqu'un qui a beaucoup plus d'argent que lui, il a déjà perdu. En ce moment, il y a un problème. Il faut donc restaurer cette confiance-là. Pour y arriver, il faut réformer même le système judiciaire. Faire en sorte de revoir, je veux dire, les critères, le mode de désignation d'abord du président du Conseil constitutionnel. Deuxièmement, le mode de notation des juges. Si c'est le politique, le ministre, qui doit noter le juge, il y a problème. Pour ne pas qu'on affecte n'importe comment, pour ne pas qu'on le note mal, ces décisions sont donc liées aux politiques. Or, il faut la séparation des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire doit rendre la justice en toute liberté et en toute autonomie. Le pouvoir législatif doit agir et l'exécutif est ailleurs. Est-ce que c'est le cas en Côte d'Ivoire? Je pense qu'il faut revoir tout ça. Deuxièmement, vous avez parlé d'institutions. Il y a aussi des institutions qui organisent les élections. Il faut rendre la commission électorale véritablement indépendante, et de l'opposition et du régime en place. Faire en sorte que la commission électorale soit une véritable institution libre, qui a son budget, qui ne dépend pas de la gentillesse ou de la méchanceté ou des sentiments ou des ressentiments du parti au pouvoir, quel qu'il soit. Il faut revoir tout cela, à mon avis. Le taux de pauvreté demeure particulièrement marqué en milieu rural en Côte d'Ivoire, avec un taux de 54,4% contre 22,2% en zone urbaine, selon les chiffres officiels. Quelle stratégie pour réduire considérablement le taux de pauvreté en milieu rural? Il faut mettre tout le monde au travail. Nous avons la terre. Nous avons de la terre arable, c'est-à-dire cultivable. Nous avons une pluviométrie qui est enviée. Nous avons la main-d'œuvre qu'il faut qualifier. Il faut donc faire en sorte qu'on arrive à un système de transformation, à un niveau de transformation de ce qu'on produit. On ne peut pas être là, dépendre seulement des cultures de rente. Faire en sorte que la terre puisse être notre richesse. Pour moi,
aller transformer la terre, aller cultiver la terre, aller travailler la terre ne doit pas être vu comme une honte. Il faut valoriser ce métier-là. Celui qui travaille la terre n'est pas un citoyen de seconde zone. Parce que là, l'agriculture, qui est notre force, pour l'instant, peut donc créer un maximum d'emplois pour mettre notre jeunesse au travail. Si d'un premier temps, ceux qui travaillent la terre créent de l'emploi et que nous réussissons à aller vers la transformation ou la semi-transformation de ce qu'on produit, là encore, ça peut absorber ceux qui sont au chômage. Moi, je pense qu'on peut réduire la pauvreté en mettant tout le monde au travail, à partir de ce que nous avons. Il y a des pays qui envient la Côte d'Ivoire. Pas que nous n'avons pas ce qu'il faut pour réduire la pauvreté, mais ici, il nous faut une véritable politique, une véritable volonté politique pour réduire cette volonté-là, pour ne pas que tout soit concentré dans les mains d'une minorité. Quelles sont vos stratégies? Quelles sont vos stratégies concrètes? Tout le monde veut être dans l'administration. Non, l'administration ne peut pas absorber tout le monde. Il faut un link entre le privé et le public. Orienter donc nos populations vers d'autres métiers. Lesquels, par exemple? Regardez par exemple ce qu'on appelle les petits métiers. Mais pourquoi on les appelle les petits métiers? Mais parce qu'on les dévalorise. Pour être un plombier, par exemple. Est-ce que vous savez que vous avez besoin d'un plombier chez vous? Mais celui qui est plombier a même honte dans le quartier de dire qu'il l'est. Pourquoi? Parce qu'on nous a toujours cru que c'est celui qui met la cravate qui est le plus important de la famille. Il faut rompre avec ces mentalités-là. Avant, notre école avait juste formé des gens pour aider le colon. Donc tout le monde va être commis. Il faut reformer tout cela. Quelle école? Pour former quel citoyen? Pour quelle société? Voici des questions auxquelles on doit apporter des réponses. Et nous y apporterons des réponses. La Côte d'Ivoire dispose d'un réseau routier de plus de 80 000 km, dont plus de 8 000 km de routes bitumées, 400 km d'autoroutes, 56 ponts et échangeurs. L'objectif ici pour le pays est de porter le réseau bitumé à 10 000 km d'ici 2025, fin 2025. Des investissements importants réalisés depuis 2011 pour un montant global de 10 milliards d'euros. Quel regard portez-vous, Charles Blé-Goudé, sur le développement en infrastructure en Côte d'Ivoire? Il y a des efforts qui sont faits. Je le dis toujours. Je ne suis pas un politique sentant un homme politique. Parce que je l'ai dit un jour, quelqu'un m'a dit on ne dit pas le politique. Si, ça se dit. Je suis donc un politique qui n'est pas dans le déni. C'est-à-dire ne pas reconnaître les efforts de l'autre. Pourquoi? Parce que je vais diriger ce pays d'un jour. Et j'aurais aimé moi aussi que ce que je vais faire soit apprécié. Et c'est ce que mon grand-père m'a dit. Un enfant que vous allez porter sur votre poitrine, évitez de le jeter dans la boue. Parce que le jour où vous le prenez, vous allez laisser. Pour un pays que je veux diriger, il faut que j'apprécie les efforts de mes prédécesseurs. Mais tout effort, tout acte qu'on pose a des limites. C'est bon, il y a des efforts qui sont faits dans le réseau routier, mais il y a encore, on peut faire mieux. Moi, je traverse beaucoup la Côte d'Ivoire. J'ai été choqué que la route qui mène dans une zone cacaoyère, la route qui mène dans une zone qui produit l'électricité de la Côte d'Ivoire, cette route-là n'est pas faite. Vous voyez tout le cacao qui quitte l'ouest de la Côte d'Ivoire, Man, Diokoué, Bangolo, tout cela passe par Soubré pour aller dans le plus grand port du cacao de l'Afrique, le port de San Pedro. Cette route n'est pas bitumée. Donc, on peut mal orienter le développement. Là, c'est mal orienté. C'est ma remarque. Cette zone abrite le barrage de Soubré, Fessou-Fouboigny, le barrage de Buyo,
Donc, non seulement ça nous donne du poisson, nous donne de l'électricité, nous donne du cacao, nous donne de l'EVA, nous donne du café. Et tous les gros camions passent par là pour aller au port. Est-ce qu'on peut me donner une seule raison pour laquelle cette route n'est pas bitumée? Les autres sont bitumés, c'est bien, c'est la Côte d'Ivoire, j'apprécie. Mais moi, je pense qu'il y a des zones comme ça qui sont enclavées. Cela dit, je ne suis pas en train de dire que rien n'est fait, mais nous allons continuer. Je le dis toujours, ce n'est pas Charles de Gaulle qui a construit tous les ponts de Paris. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas Winston Churchill qui a construit tous les ponts de Londres. Il a fait ce qu'il avait fait, il est parti. Il a fait ce qu'il avait fait, il est parti. C'est pour le pays. Ensuite, on continue. C'est bien, beaucoup a été fait. Mais ce que nous allons faire au-delà de ça, avec Dr Simon Yves Babou, il y a les ponts physiques qui relient les villes. Nous allons construire les ponts entre les cœurs pour rassembler les Ivoiriens, pour les rapprocher, pour en faire une nation qui a le même objectif, la Côte d'Ivoire. Parce que nous sortons des crises. Parce que les uns prennent les autres pour des ennemis. Ce pont entre les cœurs, cette femme, elle va bâtir cela. Comme Sirleaf Johnson l'a fait au Libéria. Oui, il y a longtemps que nous sommes avec les hommes. Nous voulons maintenant essayer les femmes. La population ivoirienne est majoritairement jeune et urbaine, 52,5%, mais l'analphabétisme persiste à un niveau élevé à 51,5% selon les chiffres officiels. Quelle stratégie pour réduire le taux d'analphabétisme dans le pays? Vous voyez, l'analphabétisme, là, ce n'est pas une autre langue étrangère que vous et moi, nous sommes en train de parler. Donc, voilà où se trouve d'abord notre difficulté en Afrique. Il faut abandonner notre langue maternelle, donc de base, apprendre à réfléchir dans une autre langue, apprendre à écrire dans une autre langue, apprendre à compter dans une autre langue. C'est déjà un handicap. C'est déjà, là commence le handicap. Le petit chinois, il est né chinois, il réfléchit en chinois, il écrit en chinois, il a déjà un avantage. Le petit français, il naît français, il réfléchit en français, il compte en français, il écrit en français. Voilà où se trouve la difficulté de l'Afrique. Alors, l'analphabétisme, c'est quoi aujourd'hui? Nous sommes là. Est-ce que ça va écrire? C'est savoir lire. Savoir écrire quoi? Savoir lire quoi? Mais je ne vais pas réinventer le monde. Moi, je pense qu'il faut d'abord encourager les parents à mettre les enfants à l'école. Parce que ce n'est pas l'école qu'on transforme les sociétés. Ce n'est pas l'école que le Brésil s'est transformé. L'Inde s'est transformée. Il faut construire le maximum de salles de classe, améliorer les conditions de travail des enseignants et inciter les élèves eux-mêmes à prendre les études au sérieux et créer une société de chances égales. Merci. Charles Blé Goudé, dans un contexte de recomposition régionale, quelle place imaginez-vous pour la Côte d'Ivoire dans la nouvelle architecture politique et économique de l'Afrique de l'Ouest? La Côte d'Ivoire a déjà une place prépondérante au niveau de l'UEMOA, au niveau de la CEDEAO, au niveau de tout ce qu'il y a comme organisation sous-régionale et régionale, de par son potentiel économique et autres. Aujourd'hui, il y a une recomposition. Prenons le niveau politique. Il y a la CEDEAO. Des pays sont sortis de la CEDEAO pour créer l'AES. Il faut éviter de les confronter. Il faut éviter de les opposer. Il faut éviter de faire des États qui ont quitté donc la CEDEAO, il faut éviter de faire d'eux des ennemis. Parce qu'entre ces pays qui ont quitté l'AES et les autres pays, il y a une circulation des hommes, des biens. Il y a une interconnexion. Il y a une culture. Maintenant, que ces pays estiment que la CEDEAO ne gère pas leurs intérêts comme ils l'auraient souhaité, il faut des accords. Nous pouvons passer à une confédération sous-régionale. On a la CEDEAO d'un côté, on a l'AES d'un autre côté. Comment coopérer? C'est comme cela que lorsque le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, en 2016, je crois, mais ils ont pris 4 ans pour négocier, pas pour se faire la guerre. Et un accord est trouvé en 2020. Et le retrait de l'Union
de l'Angleterre, de l'Union européenne est acté par un accord. Vous voyez, qui protège les intérêts des uns et des autres. Mais ici, on prend tout en palabre. Non. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire peut jouer ce rôle. En tant que digue en tous ces pays, la Côte d'Ivoire peut jouer ce rôle pour rapprocher les extrêmes. Voilà. L'Afrique de demain se dessine autour des technologies, de l'éducation et de la gouvernance. Comment un pays marqué par des fractures politiques peut-il embrasser cette transition sans se perdre? On ne se perdra pas. Parce qu'ici, nous sommes dans un pays d'abord qui répond à toutes les conditions d'attractivité. Vous venez de parler des réseaux routiers. Il y a le réseau hôtelier. Les infrastructures sont là. Mais au-delà de l'attractivité, nous allons maintenant faire un pas vers la compétitivité avec les compétences que nous avons au niveau technologique. Une jeunesse formée qu'il faut maintenant encourager au travail. La Côte d'Ivoire ne sera pas en retard parce qu'elle a connu des fractures politiques. Ces fractures-là peuvent trouver solution. De par une volonté politique. Moi, en tout cas, avec la candidate que je soutiens, son premier pilier en ce qui concerne son projet, c'est la réconciliation. D'abord, les réparations. Réparation au niveau moral. Réparation au niveau financier. De toutes les victimes qui ont connu la guerre. Pas des victimes politiques, parce que la mort n'a pas de couleur, n'a pas d'ethnie, n'a pas d'appartenance politique. Deuxièmement, la restitution. Parce qu'il y a des personnalités dans ce pays qui n'étaient même pas politiques, qui ont perdu leurs biens. Des gens qui ont travaillé pendant des années, qui ont suivi, qui ont économisé, qui ont construit, qui ont bâti leurs maisons, qui ont été récupérés par des gens. Juste parce que les autres ont la force. Il faut restituer ça. Ensuite, arriver à ce qu'on se parle franchement, sans calcul, sans agenda caché, parce qu'on veut être dans un même pays. Une fois qu'on a résolu ce pan de la réconciliation, que les Ivoiriens se sont pardonnés les uns les autres, le pardon, ce n'est pas une faiblesse. Pardonner ne veut pas dire qu'on a perdu. Demander aussi pardon ne fait pas de vous un homme faible. Ceux qui pardonnent ou ceux qui appellent au pardon sont des gens forts. Et c'est une case qu'on ne peut pas sauter si on veut maintenant être à la hauteur des technologies, être à la hauteur des besoins de notre société, être à la hauteur de la compétition mondiale qui se joue. On ne va pas passer tout notre temps à nommer des ministres de la réconciliation et autres. Une bonne fois pour toutes, il faut résoudre cette question-là pour qu'on mette derrière nous la page des crises et qu'on puisse maintenant passer au développement dont notre pays a besoin. Et si vous devriez adresser une lettre à la jeunesse ivoirienne d'aujourd'hui, quel serait le mot d'ordre? Croire encore? Résister davantage ou oser rompre avec les vieux schémas? D'abord, leur dire qu'une autre Côte d'Ivoire est possible. Pas la Côte d'Ivoire seulement, des crises. Et pour qu'une autre Côte d'Ivoire soit possible, cette jeunesse-là a un rôle à jouer. Pour jouer ce rôle, il faut rompre avec les anciennes habitudes. La main tendue. La main qui donne est la main qui ordonne. Celui qui t'entretient, il te tient. Il faut donc faire en sorte d'être soi-même, d'être autonome. Pour le faire, c'est le travail, rien que le travail. Nous vivons un monde de compétition où on ne paye plus le monde pauvre. Faire en sorte que le jeune Ivoirien puisse rentrer sans complexe en compétition avec le jeune Chinois, en compétition avec le jeune Américain, en compétition avec le jeune Français. Nous devons y travailler. Mais tout cela doit être soutenu par un système éducatif qui essaie de réformer les mentalités. Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Je vous en prie. Merci à tous. Retrouvez l'intégralité de cet entretien exclusif sur toutes nos plateformes et sur l'application MyAfrica 24. L'information continue sur Africa 24.